Oui, bonsoir Jacques Bernard, bonsoir à tous. Je vois dans la liste, il y a des noms que je connais, donc bonsoir à ceux que je connais et bonsoir à ceux que je ne connais pas aussi. Ravi de faire votre connaissance à distance, dans un format un peu particulier évidemment. Pour commencer l'histoire de Stila, ce que l'on fait, l'analyse génétique de précision. Euh, en fait, le projet Stila, il est né à l'école polytechnique, là où je faisais ma thèse. Je ne thèse pas du tout dans le domaine de la biologie, moi je travaillais plutôt dans la microfluidique, la mécanique des fluides, tout ça. Et puis, j'ai inventé un certain nombre de technologies qui se trouvent très adaptées pour adresser un problème aujourd'hui qui est faire de l'analyse génétique de précision. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? En fait, il faut se dire qu'aujourd'hui, avec la révolution de la génétique, on sait qu'on a à peu près tout le carnet de santé des patients qui sont présents sous la forme de marqueurs génétiques dans une prise de sang. Et pour donner une illustration de ça, j'utilise souvent l'analogie, c'est celle de dire que dans 1 millilitre de sang, donc un prélèvement standard d'un ml, on va retrouver à peu près autant de molécules d'ADN qu'il y a d'arbres en forêt amazonienne. Et cette analogie, elle est vraie à la fois pour illustrer la diversité et la complexité des échantillons biologiques. Et malheureusement, la plupart du temps, les molécules d'ADN qu'on recherche, c'est celles qui sont très rares. Parce que les molécules d'ADN qui sont présentes en grande quantité dans un échantillon biologique, c'est celles qui proviennent de nos cellules saines. Et ça nous renseigne sur qui on est. Et malheureusement, aujourd'hui, ça ne va pas le changer. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les molécules d'ADN qui sont pas saines. Donc là, on est en plein Covid-19, donc on va vouloir chercher de l'ARN viral qui provient du SARS-CoV-2. Et ces molécules d'ADN, elles vont être présentes en très faible quantité, généralement. Et en plus faible quantité on peut les trouver, le mieux pour le patient. Quand il y en a beaucoup, c'est généralement pas bon signe. Que ce soit de l'ADN viral ou de l'ADN qui provient de tumeurs, c'est jamais bon signe. Donc voilà, donc il y avait ce besoin d'analyse génétique de précision et on a développé des outils qui permettent d'aller détecter la moindre molécule d'ADN d'intérêt ou d'ARN et donc d'appliquer cette approche à plein de domaines du diagnostic, dont l'oncologie et aujourd'hui le Covid-19, le sujet chaud du moment évidemment. Parfait. Quel a été votre modèle d'approche au départ? Votre business model était lequel? Alors, nous, le business model a été clair dès le début. On savait qu'on partait sur ce qu'on appelle une technologie de plateforme. On a développé un système d'analyse génétique. Imaginez des instruments qui sont génériques. Et sur ces instruments, on peut aller faire des tests de toutes sortes. Et donc, ce n'était pas à nous de choisir quelle application on allait viser. Notre modèle, ça a été de pouvoir vendre, commercialiser ces systèmes-là à tous les chercheurs du monde entier, pour qu'ensuite les chercheurs puissent, eux, développer les applications qui ont le plus de potentiel pour les patients, pour les médecins, etc. Donc, on a adressé ce qu'on appelle le marché de la recherche en premier. On est encore en plein dedans, c'est notre premier marché. On vend nos outils à des chercheurs qui développent les méthodes de diagnostic de demain. Ça, c'est le business model, je dirais, de la phase 1. Là, on est en train d'arriver à la phase 2 qui est d'appliquer des technologies pour des applications diagnostiques. Et ça demande de changer le business model. Là, on est dans une phase où on va se verticaliser, on va devoir choisir des applicatifs et pouvoir proposer des solutions clés en main à des acteurs du diagnostic médical. L'instrument, les tests, les solutions software aussi pour faire les analyses et le rendu de résultats. Donc ça, c'est notre business model de demain qui est tout à fait différent du premier. Donc, à terme, on aura les deux. Notre condition, c'est d'avoir d'être un acteur de référence dans le domaine de la recherche et d'aller de plus en plus aussi vers des applications diagnostiques à forte valeur ajoutée. Parfait. Et sur le business model 1, quel est votre chiffre d'affaires? Vous les développez sur quel pays? Comment? Alors, on reste discret sur notre chiffre d'affaires qui est excellent, mais disons que c'est des informations qu'on ne veut pas forcément donner à nos concurrents non plus. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a plus d'une centaine de systèmes qui ont été installés dans le monde entier. On commercialise nos systèmes à prix catalogue d'à peu près entre 80 000 et 100 000 euros. Et on commercialise depuis 2007. On a vraiment eu une belle croissance exponentielle depuis le début de la commercialisation en 2016. Et la particularité qu'on a eue aussi, ça c'est peut-être un pari que j'ai fait assez tôt dans le développement de la société, c'est qu'on a visé l'Asie comme deuxième marché plutôt que les US. Évidemment, notre premier marché, ça reste l'Europe, avec aussi un focus très fort sur la France. La combinée, c'est là qu'on vit, c'est là qu'on grandit beaucoup. Mais on a tout de suite essayé d'aller vers l'Asie, la Chine, qui a vraiment un
fort potentiel de croissance et une appétence très forte pour les technologies d'analyse génétique de manière générale. Et donc la Chine aujourd'hui représente notre deuxième marché en termes de chiffre d'affaires derrière la France derrière la France et derrière l'Europe. L'Europe et Chine. Alors, arrive Covid-19, puisque c'est un des sujets qui nous intéresse, et là, vous basculez, vous dites ma techno peut s'appliquer et je peux amener du résultat et des choses intéressantes dans la détection de ce virus. Expliquez-nous un peu comment vous faites, quelle est votre démarche. Oui, alors comme je l'ai dit, nous on était présents en Chine, ça fait depuis 2017 qu'on commercialise en Chine et qu'on a un partenaire en Chine qui s'appelle Apex Bio avec qui on travaille très très bien. Et donc dès janvier, Apex Bio nous sollicite et nous dit voilà, on a vraiment besoin de travailler ensemble pour développer des solutions Covid-19. Donc dès janvier, c'est surtout eux qui ont à ce moment-là développé des tests, on les a soutenus là-dedans. Et donc, on a tout de suite vu qu'il y avait des besoins pour faire des analyses de confirmation des textes classiques par RT-PCR, PCR à temps réel. Parce que très tôt en Chine, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même des limites de sensibilité à la RT-PCR. Il y avait des faux négatifs assez forts. Il y avait aussi un nombre significatif d'échantillons analysés en PCR qui avaient des rendus douteux, c'est-à-dire faiblement positifs, mais ce n'est pas trop négatif, positif. Et on a pu montrer, grâce à nos technologies, en travaillant avec une douzaine de centres en Chine, qu'on était capable de réanalyser ces échantillons douteux et de dire si c'était des vrais positifs, des faux positifs, des négatifs, donc d'avoir des résultats de confirmation comme ceci. Et ça, c'est un usage qu'on est en train aujourd'hui de mettre en place aussi en Europe, maintenant que l'épidémie est chez nous. Donc on a travaillé toujours avec nos partenaires en Chine pour développer ces solutions. Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'on n'était pas une société de diagnostic. En tout cas, on avait entamé cette transition quand l'épidémie est survenue. Et donc, évidemment, là, on a été quelque part pris un peu de court. On n'avait pas tout qui était en place pour fournir des solutions de diagnostic médical. Mais c'est un virage qu'on a vraiment amorcé à 100% aujourd'hui et on a vraiment accéléré notre programme. Notre ambition, c'est de faire en sorte que nos outils, nos tests, qui sont aujourd'hui des tests qu'on utilise pour de la recherche ou qui sont pratiqués pour du diagnostic, mais vraiment par des laboratoires qui sont accrédités pour prendre ces technologies de recherche sur diagnostic, pour que ça devienne d'un outil diagnostic qui puisse être déployable largement d'ici quelques semaines, quelques mois maximum. J'espère qu'en tout cas, d'ici la fin de l'année, on puisse avoir une solution certifiée pour des usages à grande échelle. Donc, beaucoup de choses pour nous sont passées ces dernières semaines, évidemment, mais avec des usages qui sont qui nous passionnent beaucoup, parce qu'on voit des choses vraiment assez surprenantes sur le terrain grâce à nos outils. Et ça, forcément, ça nous motive énormément. Juste une précision sur la stratégie de mise en place de votre produit, de votre système. Vous l'avez dit, il est plus cher que le standard, donc il ne peut pas être en première ligne, il arrive en deuxième ligne, c'est ça? Et comment est-ce que vous avez organisé ça? Oui, tout à fait. Donc, la force de notre système, c'est sa précision, sa sensibilité, sa fiabilité. Les informations sont très riches aussi, celles qu'on rend. Mais ses faiblesses, c'est son débit. On est capable de passer un nombre limité d'échantillons par jour, donc à peu près 4 fois moins qu'en PCR standard. Et on a un prix qui est aussi plus élevé, 2 à 3 fois plus cher que la PCR standard. Donc forcément, ce n'est pas l'outil qui va pouvoir être déployé pour faire des centaines de milliers, des millions de tests en première ligne. Mais encore une fois, on imagine très bien, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec des partenaires aujourd'hui, des usages complémentaires où la PCR standard est utilisée en première ligne pour passer tous les échantillons qui rentrent dans le laboratoire. Et puis quand il y a un échantillon dont on a un doute, on peut revenir dessus avec notre technologie et confirmer ou infirmer le résultat rendu. Et ça aujourd'hui c'est un besoin parce qu'il y a à peu près 10 à 20% des échantillons qui ont ensuite des résultats qui sont doutés ou une interprétation compliquée ou faux négatifs. Et 10 à 20% de millions de tests, ça fait quand même des centaines de milliers de tests. Donc il y a aussi là un fort besoin de faire ces analyses-là. Parfait. Et votre système aujourd'hui, ce système-là est déployé dans combien de pays? Est déployé en Chine déjà? Oui, en Chine. Alors, de manière générale, nos systèmes, on en a encore une fois plus d'une centaine déployés dans le monde entier.
ensuite, sur des usages diagnostiques ou recherche Covid-19, on va avoir des systèmes, on a quasiment une quinzaine qui tournent en Chine. Aujourd'hui, en France, on en a 5, 6 pour la date, et on a de la demande qui n'arrête pas d'arriver, donc on va en fournir de plus en plus. On a de quoi fournir encore plusieurs dizaines de sites si le besoin est tel en France et en Europe. On est en train aussi de mettre des choses en place aux États-Unis, mais je peux dire qu'en fait, la distance et les difficultés aujourd'hui en termes de chaîne logistique contraignent un peu plus le déploiement outre-Atlantique. On a nos produits qui sont ici en Europe, donc il faut les envoyer sur place et on sait qu'aujourd'hui, les chaînes logistiques sont compliquées. Pour dire les choses simplement. C'est intéressant comme point, c'est-à-dire comment est-ce que comment vous êtes organisé justement pour maintenir cette production? Parce que vous avez, je le rappelle, vous êtes une centaine de salariés aujourd'hui, c'est ça? Oui, on est une centaine de salariés. On a une vingtaine de personnes qui font de la production. Nous, ce qu'on produit, ça va être nos instruments, ça va être nos consommables. On a des petites cassettes microfluidiques qui sont nécessaires à l'analyse. On ne produit pas les réactifs. Donc, on s'est organisé, nous, pour pouvoir continuer à produire nos systèmes, nos réactifs, nos consommables. Et d'ailleurs, on a réussi à augmenter notre capacité de production pendant la crise, mais ça nous a demandé pas mal d'efforts d'organisation pour mettre en place des nouvelles routines de travail, des shifts de personnes qui ne se voient jamais, etc. Enfin, tous les challenges Covid-19 que les sociétés qui ont dû continuer à fonctionner connaissent bien. Et après, les réactifs, aujourd'hui, on s'approvisionne, historiquement, on s'approvisionnait via notre distributeur chinois en kit. C'est toujours ce qu'on essaye de faire. Mais comme je le disais, les chaînes d'approvisionnement sont compliquées aujourd'hui. On a des colis qui ont fait le tour du monde pour arriver en France, qui sont passés par la Corée, l'Alaska, les États-Unis, puis la France pour venir de Chine. Ça illustre un petit peu le cauchemar logistique que toutes les sociétés peuvent venir en ce moment. Et on est en train aujourd'hui de mettre en place un approvisionnement local donc, en Europe pour doubler la capacité de production et éviter ces aléas-là. Mais c'est sûr que c'est un vrai challenge, mais ça, je pense que tout le monde qui est fournisseur de kits ou de matériel médical en ce moment, on est face à un afflux de demandes et de grosses difficultés à avoir des gens en production et à avoir une chaîne d'approvisionnement qui continue à tourner. C'est tendu de tous les côtés. On travaille à flux tendu en permanence pour essayer de répondre à la demande tant bien que mal. Bien. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure. On a parlé de vos levées de fonds, série A 16 millions, le tour B 20 millions, et puis l'arrivée d'investisseurs chinois chez vous. Ça, c'est intéressant. Je pense que ça intéresse effectivement les CEO qui sont avec nous ce soir. Quelle est l'histoire de cet investissement chinois? D'où viennent-ils? Et puis après, on parlera de l'ambiance et de la manière dont on travaille. Est-ce que c'est différent d'avec les investisseurs européens, américains? Alors, l'histoire, c'était une volonté de ma part d'essayer d'avoir un actionnariat qui soit représentatif de nos ambitions à l'international. Lors de la CIRA, on a fait rentrer un investisseur américain qui est Illumina Ventures, c'est l'investisseur principal de la CIRA, parce qu'on avait l'ambition de se déployer aux États-Unis et ils nous soutiennent largement dans cet effort-là. Et c'est vrai que c'est vraiment, je pense, quasi nécessité d'avoir un investisseur américain pour vraiment bien se déployer sur le territoire. Il y a forcément des spécificités du territoire américain qui ne sont pas celles qu'on connaît ici en Europe. On peut avoir des acteurs locaux, c'est utile. Et c'est la même chose en Chine. On s'est déployé depuis 2017 sans investisseurs, sans connaissance locale. Mais c'est un marché qui a un potentiel énorme et on sentait bien que si on voulait exploiter ce marché à certaines mesures, il fallait qu'on soit soutenu par un acteur financier, un acteur stratégique local. Et donc, lors de la série B, l'objectif était vraiment d'aller chercher un investisseur en Chine. Et donc, on a activé le réseau d'investisseurs que connaissaient nos propres investisseurs. Ce n'est pas moi seul qui allait chercher en Chine, c'était nos investisseurs qui ont actionné leur réseau et qui nous ont mis en contact avec les investisseurs en Chine, dont justement Spark Holdings, qui a fini par investir. Après, d'un point de vue process, c'est un process tout à fait standard de levée de fonds. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose de différent avec ce qu'on peut faire en Europe, aux États-Unis.
Et ça se passe bien. En tout cas, on voit déjà que leur présence nous a permis de mieux appréhender la situation avec le Covid-19. Dès l'émergence de l'épidémie en Chine, ils se sont mobilisés pour faire des donations de systèmes NICA à des centres d'influence en Chine pour pouvoir placer nos machines aux endroits où ils peuvent vraiment être utiles. Donc ça a eu lieu dès le mois de janvier. Et depuis, on est en contact proche pour essayer d'appréhender ce qui se passe sur place. La reprise notamment, en fait, ça va être un enjeu majeur pour nous, un marché sur lequel on peut compter. Bien. Globalement, vos investisseurs aujourd'hui, comment vous accompagnent-ils, comment vous soutiennent-ils, puisque le passage est quand même délicat dans une phase de croissance telle que vous la connaissez? Oui, alors c'est sûr que indépendamment du contexte Covid-19, Stila, on est sur une trajectoire de très forte croissance. Hein. On a plus que doublé nos effectifs en l'espace des 12 derniers mois. On a fait la même chose sur notre chiffre d'affaires, sur nos capacités de production. Tout a plus que doublé et on était vraiment sur cette trajectoire-là pour les prochaines années. Donc on a besoin d'avoir des soutiens financiers. Ça, c'est la première chose que nous apportent nos investisseurs. Parce que financer cette croissance forte, ça demande quand même des capitaux pour investir en avance de phase. Et puis ça nous apporte aussi quelque part le réseau, un soutien stratégique, des aiguillages sur est-ce que c'est le bon moment d'accélérer sur tel territoire. Et ça, c'est, je pense, d'autant plus important aujourd'hui, notamment en Chine, aux États-Unis, d'avoir des acteurs locaux qui sentent les dynamiques des différents marchés. Et nous, on est tous coincés chez nous. Alors, on voit ce qu'on voit dans la presse en ouvrant la porte, mais on ne voit pas plus loin que ça, quoi. Bien. On va parler du diagnostic parce que ça, c'est le volet 2 du développement de Stila. Là, vous allez dans le diagnostic pour quelles raisons précisément? C'est un complément de marché? Quelle est la stratégie de ce déploiement? Non, ce n'est pas du tout un complément de marché, c'est vraiment l'ambition initiale qui était d'aller vers des usages diagnostiques. J'ai créé Stila et toute l'équipe travaille au jour le jour avec l'ambition de pouvoir servir ensuite des patients. On sait qu'on a des outils entre les mains qui peuvent être utiles, mais pour qu'ils soient utiles, il faut qu'on puisse en faire des outils diagnostiques qui respectent le cadre réglementaire nécessaire, etc. Donc c'est l'ambition de départ et c'est des applications qui sont absolument fascinantes. Donc, initialement, notre focus était plutôt sur l'oncologie, tout ce qui est biopsie liquide. L'analyse génétique de précision, ça a vraiment un potentiel énorme pour ces applications-là parce qu'on sait justement que dans une prise de sang chez un patient, on va avoir les marqueurs génétiques qui vont nous renseigner sur la tumeur. On va pouvoir faire des prises de sang toutes les 2-3 semaines pour voir l'évolution de la tumeur de manière fiable et précise. Et donc ajuster les traitements beaucoup plus finement qu'on le fait aujourd'hui en faisant de l'imagerie tous les 3 à 6 mois. Quoi. Donc il y a vraiment un énorme potentiel à déployer cette analyse génétique de précision en oncologie. Mais aujourd'hui, on voit aussi émerger une application en virologie, le Covid-19. Donc c'est vrai que c'est le besoin du moment, mais je pense qu'à terme, ça va aussi nous ouvrir des pistes pour aller sur des applications qu'on n'avait pas forcément imaginées ou qu'on aurait mis peut-être en seconde priorité. Mais maintenant qu'on développe tout ça, on va sans doute exploiter un peu plus que ce qu'on avait imaginé au début. Et dans un calendrier plus serré aussi, parce qu'évidemment, on investit dans la transition vers l'IVD en ce moment même, et ça va passer plus assez rapidement. Votre cash aujourd'hui vous permet d'aller jusqu'à quelles étapes? On a eu de la chance parce qu'on a clôturé cette levée de fonds en janvier 2020 et je pense qu'à ce moment-là, personne n'avait encore vu venir la crise qui se profilait. Même en Chine, c'était vraiment les tout débuts de l'émergence de la maladie. Donc on a cette chance d'avoir ce cash qui va nous permettre de nous financer au moins jusqu'à l'année prochaine, en 2021. Après, je pense que comme tout le monde, la visibilité financière de Stila est celle de toutes les autres entreprises. Beaucoup d'incertitudes sur le potentiel économique, le chiffre d'affaires, sur le financement. On verra, mais on a une certaine sécurité. Justement, on peut du coup investir dans des projets liés au Covid-19, accélérer nos plans de développement, parce
on a cette sécurité financière. D'accord. Et un point qui est intéressant, que pensez-vous du capital développement en France? Vaste question. Je pense que c'est pas exactement quoi dire, c'est beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous, on a été soutenu quand même par un écosystème qui fonctionne et qui fonctionne bien sur la partie seed early stage. Je pense qu'il y a quand même des fonds qui font un très bon travail. Après, évidemment, je pense que l'écosystème France seul n'a pas la taille pour créer de grosses entreprises qui puissent à long terme avoir un impact global. C'est pour ça qu'on est allé chercher des fonds aux US, qu'on est allé chercher des fonds en Chine, pour diversifier nos profils d'investisseurs et pour aussi avoir une portée qui soit plus large que la portée France. Je pense que c'est une nécessité d'aller voir ailleurs, même s'il y a peut-être assez d'argent en France, mais je pense que c'est utile de diversifier ces horizons aussi. En tout cas, ça a été plus vite en allant à l'étranger. Ouais, après, en France, je pense que ça peut aller vite aussi. Enfin, il y a des investisseurs, il y a des fonds en France. On aurait sans doute tenir un calendrier similaire en France. Mais encore une fois, moi j'ai eu un parcours très international depuis mon enfance, beaucoup voyagé, etc. Et j'ai du mal à me limiter, à avoir un intérêt à rester en France dans l'entre-nous. J'aime énormément l'international et mon premier territoire, ça va toujours être l'Europe. Nos frontières avec nos pays voisins en Europe n'existent pas à mes yeux. En tout cas, je n'y vois pas d'intérêt. L'Europe, après les US, l'Asie. C'est des régions qui, à mon avis, économiquement font chance. Parfait. Je crois qu'on a couvert un large spectre de questions et il est 19h25. Il est temps de passer la parole aux participants dans la salle pour compléter le point de vue et peut-être demander des précisions sur quelques points qui ont été évoqués. Qui souhaite poser la fameuse première question comme d'habitude? Bonjour Bernard, Sébastien Stolzner, Gen Search. Bonsoir, Sébastien. Je veux bien m'y coller. Merci. J'avais une question technique, c'est de comprendre qu'est-ce qui, dans la technologie que vous utilisez, permet cette précision, justement pour repérer l'arbre dans la forêt amazonienne. Oui. En fait, on a une approche ce qu'on appelle la PCR digitale. C'est la troisième génération des technologies de PCR. Il y a eu la PCR qu'on appelle Endpoint, qui a été inventée dans les années 80, puis la deuxième génération, la PCR à temps réel. Et nous, donc la troisième génération, la PCR digitale, ce qui nous donne cette sensibilité, cette précision bien meilleure, c'est un concept assez simple en fait, c'est que plutôt que de faire l'analyse génétique dans la masse de l'échantillon, on va commencer par scinder l'échantillon en dizaines de milliers de sous-partitions, de sous-échantillons. Chez nous, on le fait sous la forme de gouttelettes. Donc, on va scinder notre échantillon en dizaines de milliers de gouttelettes. Et quand on scinde l'échantillon, en fait, on va séparer les molécules d'ADN dans différents compartiments. Et un des problèmes en analyse génétique et surtout en PCR, c'est les interactions entre toutes les différentes molécules d'ADN et ARN qui se trouvent dans l'échantillon. Donc, quand on analyse un échantillon en PCR standard dans la masse, on va avoir en gros beaucoup de bruit de fond parce qu'il y a plein de molécules qui se mélangent, qui sont là dans notre échantillon et qui gênent la réaction chimique qui doit avoir lieu. Et donc la PCR digitale, on va réduire significativement ce bruit de fond par des dizaines de milliers de fois en fait en coupant l'échantillon en dizaines de milliers de petits volumes. Et chaque petit volume est quelque part un sous-échantillon beaucoup plus simple à analyser que sa globalité. Donc, la forêt amazonienne de départ, ça devient un petit bosquet. On reste dans les analogies du monde sylvicole. Et donc, ce petit bosquet-là, s'il y a une molécule, s'il y a un arbre d'intérêt, on va plus facilement le voir que si on va le chercher dans la forêt entière. Merci pour cette réponse. La deuxième question est toujours plus facile que la première. Non? Bon. Il y a une question, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le marché justement de la PCR digitale. Aujourd'hui, vous luttez contre le standard sans doute, mais quels sont les acteurs qui sont sur ce marché, qui peuvent vous mettre en danger
ou pas? Dans la PCR digitale? Oui. Oui, alors la PCR digitale, aujourd'hui, il y a un acteur qui aujourd'hui encore domine le marché, c'est Biorad. C'est notre principal concurrent, une société américaine, une grosse société. Nous, on est arrivé sur le marché avec un produit qui était plus performant, qui amenait un certain nombre d'innovations technologiques et qui permettait à nos utilisateurs de faire plus. C'est un marché qui est en très forte croissance, mais qui du coup aussi attire de nouveaux concurrents. Donc, on est aujourd'hui sous la pression de nouveaux entrants. On sait qu'il y a Qiagen qui se prépare à arriver sur ce marché-là. Roche en parle aussi. Donc, c'est sûr que c'est le gros marché de demain. Et donc, ça va être une grosse bataille à venir. Nous, on a quand même saisi l'opportunité tôt. Donc, on est certes une petite société, mais on a une longueur d'avance parce qu'on a déjà des clients sur lesquels s'appuyer. On a déjà des applications qui sont bien avancées. Mais ouais, ça va être un gros challenge. C'est un combat, une bataille qu'on s'apprête à mener, qu'on mène depuis le début. C'est ce qui est la marque des marchés à fort potentiel. Un marché à fort potentiel sur lequel on est seul, c'est généralement soit qu'on est vraiment visionnaire, mais c'est difficile d'être sûr que le marché a énormément de potentiel, ou c'est juste qu'on est au bon endroit, mais il faut se battre. Merci. Une question de la salle? Tout a été abordé? Bonjour, moi j'aurais peut-être une question, Pierre Launay, Société Neteris. Pour rebondir sur ce que vient de dire Jacques Bernard, vous continuez à produire de la recherche et des brevets? Comment ça se passe, votre partie R&D? Oui, tout à fait. La R&D, ça reste toujours l'activité première en termes d'investissement de la société. On est constamment on a plusieurs volets de la R&D. On développe des améliorations sur notre système existant pour fournir des instruments toujours plus performants à nos utilisateurs actuels et futurs. Et donc ça génère évidemment de la propriété intellectuelle, des brevets, donc un portefeuille de brevets qui compte aujourd'hui une dizaine de brevets déposés en France et à l'international, et c'est un portefeuille qui est en croissance continue. Et puis on investit aussi beaucoup et de plus en plus sur de la R&D applicative. Développer des tests, développer des approches de diagnostic et des approches d'analyse génétique qui, pour certaines d'entre elles, sont aussi innovantes dans la manière dont on appréhende les choses et donc donnent lieu à de la propriété intellectuelle. Ça, c'est évidemment un actif qu'on développe et qu'on développe en continu. Et c'est un d'ailleurs qu'on a développé là, dans le cadre du Covid-19. On a développé une approche dont évidemment je ne peux pas forcément toujours parler librement parce que c'est en cours de dépôt, mais développer des actifs de pays aussi dans ce contexte ici. Merci. Autre question? À nouveau, Sébastien Stoitzner. Dans la techno que vous utilisez, est-ce qu'il y a un composant qui est un composant sensible, enfin un composant bloquant qui demande particulièrement d'attention dans sa fabrication, dans son intégration pour justement la précision de vos analyses? Oui, alors on a un composant qui est au centre de notre produit, c'est notre puce microfluidique. Donc on a un petit consommable, c'est une cassette plastique qui fait de la taille d'une carte de crédit à peu près, qui va intégrer vraiment le cœur de notre technologie. Et c'est là que se concentre tout notre savoir-faire. On a développé depuis maintenant quasiment une dizaine d'années chez Stila. Alors c'est un vrai verrou technologique pour tous les concurrents qui voudraient rentrer sur ce marché, de maîtriser les technologies microfluidiques qui permettent de faire de la PCR digitale de manière automatisée, simple et efficace comme on le fait nous chez Stila. Et donc ça nous a demandé aussi de mettre en place des outils de production pour faire en sorte que la fabrication de ces pièces qui sont effectivement sensibles soit sûre, soit fiable et puisse être scalable. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup investi aussi. Aujourd'hui, je pense qu'on a travaillé, et on a suffisamment travaillé pour être sur des process qui ont la capacité de grandir et d'être déployés sur des millions d'unités, ce qui est notre ambition à terme. Et une autre question, du point de vue de la commercialisation, vous voulez y aller en direct ou vous voulez créer des alliances, des partenariats?
Alors, marché de la recherche, on a une approche qui est directe sur l'Europe, les US, distributeurs sur les autres parties du monde. Marché du diagnostic, la situation est, je dirais, très différente parce qu'effectivement, on va avoir besoin d'alliances, mais ça va être des alliances par applicatif. Sa commercialisation dans ce domaine-là, ça demande de vraiment bien maîtriser les applications et les acteurs. Donc, aujourd'hui, on est sur un modèle effectivement plus de partenariat avec les acteurs existants pour pouvoir se déployer dans le marché du diagnostic. Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en place dans les prochains mois pour vraiment adresser ce marché-là pleinement d'ici l'horizon 2022. Merci pour cette réponse. Émeric Villermet pose une question à nouveau sur les investisseurs chinois. On a un petit peu répondu tout à l'heure, mais je la reformule. Comment avez-vous perçu la relation avec les investisseurs chinois lors de la dernière levée de fonds? C'est peut-être non, ça s'est bien passé. Ça s'est fait, je dirais, comme nos autres levées de fonds. Je pense que ce qui est important, c'est sûr qu'en allant en Chine, et ça on s'en rend vite compte quand on essaye de naviguer ce marché-là, c'est un marché qui est immense, qui est complexe, avec des centaines d'acteurs, et c'est très difficile de savoir qui est qui fait quoi. Il y a quand même une certaine opacité derrière énormément de structures en Chine. On a l'impression que tout dépend de tout. Donc c'est compliqué vraiment de naviguer, je trouve, le marché chinois quand on ne connaît pas. Donc, je pense que ce qui est nécessaire, c'est d'être accompagné. Et nous, on a été accompagnés par nos investisseurs existants qui avaient déjà noué des contacts, qui avaient établi des relations de confiance avec des acteurs sur place. Ça, je pense que ça, c'est essentiel. Il y ait à minima une confiance existante avec des personnes sur place en qui on puisse avoir confiance quand on vient de France. Y aller seul, sans connaître, c'est quasi suicidaire, quoi. En tout cas, on peut y arriver, mais par chance. Aussi, je pense que ce qui est important, je pense que c'est très difficile d'aller lever en Chine sans avoir une présence locale déjà établie, sans avoir déjà montré qu'il y avait un marché chinois pour nos produits. Et c'est là que c'est c'est peut-être un peu difficile à amorcer. On se dit, il faudrait d'abord un investisseur pour aller sur place, mais il faudrait qu'on soit sur place pour avoir un investisseur. Donc, il faut rentrer dans la boucle à un moment. Donc, je dirais que le vrai premier pari qu'on a fait chez Stilla, ce n'était pas tant l'investisseur, c'était le distributeur. Le partenariat qu'on a pu bâtir avec Apex Bio SciCloud, c'est ça qui nous a permis de réussir sur ce marché-là, et c'est ça qui nous a donné une crédibilité, qui nous a donné une empreinte, et qui ensuite nous a permis d'aller chercher les capitaux. Mais c'est sûr que c'est dur, il faut démarrer à un endroit, à un moment, et essayer de trouver la porte d'entrée avec la personne en qui on a confiance et qui a des compétences sur place aussi, peut nous être vraiment utile. Merci pour cette réponse. Il nous reste un tout petit... Oui. Moi, j'ai une question, Anne de Lancer. Bonsoir Rémi. Moi, je voulais justement revenir par rapport à l'IP et aux zones géographiques que vous aviez envisagées. Vous aviez envisagé au départ surtout les US par rapport à la stratégie d'IP. Est-ce que le fait d'avoir un partenariat justement avec la Chine vous a fait envisager un changement de stratégie en IP ou une vigilance On n'a jamais forcément que parié sur les US parce que nos brevets, portefeuille de brevets initial, il est aussi déployé en Chine. Donc, on a aussi des brevets en Chine. Et aujourd'hui, on continue à déposer de l'IP en Chine. On est sur des utility models, donc pas des brevets. Donc après, il y a une stratégie qui est vraiment adaptée et particulière au marché chinois. Donc on fait les deux. On fait les deux, mais c'est sûr que la valeur d'un actif d'IP en Chine, c'est pas la même qu'une valeur d'actif IP aux US. Oui. Aux US, il y a une valeur énorme donnée à ça et aussi toute une structure juridique derrière qui
et on fait que c'est une clé de voûte quelque part de la société. En Chine, c'est moins le cas. C'est un actif, c'est utile, mais on sait que ça a ses limites. Donc, on ne va pas y mettre les mêmes efforts non plus. Ok, merci. Il nous reste un peu de temps pour une ou deux questions complémentaires. Je vais peut-être un élément sur le recrutement. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Vous êtes à 100 personnes. Ça veut dire que vous imaginez que dans les 5 années à venir, la société va avoir à peu près quelle taille? Et est-ce que justement, là, vous êtes en train de vous déployer et comment faites-vous? Alors, on a une ambition de forte croissance. On pense effectivement que Stila, c'est une trajectoire vers devenir une ETI à 3-5 ans maximum. C'est l'ambition que je porte et que l'on porte. Donc, on aura forcément un fort besoin de recrutement. En France, après, je pense qu'on va aussi ouvrir d'autres sites et de faire grandir d'autres sites. On a ouvert une filiale aux États-Unis. Donc, on aura toujours forcément beaucoup de recrutement à faire. C'est, je dirais, un élément essentiel et c'est un élément critique et difficile aussi à mettre en œuvre. C'est que les recrutements clés surtout, c'est vraiment important de les réussir. Et les échecs de recrutement, on les paie cash, on les paie cher. Donc, c'est un peu une priorité constante chez moi de suivre ça. Après aussi, ce qu'on ne peut pas nier aujourd'hui, c'est que le contexte actuel se prête beaucoup moins à la forte croissance des effectifs. Donc, même si on avait cette sécurité financière, même si on a des applications qui ont du potentiel dans les circonstances actuelles, il y a une telle incertitude sur les marchés financiers, sur la reprise de nos activités standards, celles qu'on visait encore il y a 3 mois, quand est-ce qu'elles vont vraiment redémarrer. Pour l'instant, quelque part, on a mis les choses un peu en pause. On arrête tout, mais on a quand même réduit nos options de recrutement sur le très court terme, là, maintenant, parce que c'est quand même très compliqué de se dire quel sera notre business dans 6 mois, quoi. Je pense que personne ne le sait. Si on reste dans les circonstances actuelles, ça va forcément contraindre nos activités considérablement. Donc, on ne peut pas non plus prendre des charges supplémentaires si on ne sait pas comment est-ce qu'elles vont être utilisées dans 6 mois. Ça, je pense que ça, c'est un enjeu et une énorme difficulté, je pense, pour n'importe quelle entreprise aujourd'hui. Et encore une fois, je pense qu'on est plutôt bien lotis par rapport à la majorité, la grande majorité des entreprises dans notre secteur et dans n'importe quel secteur. Et dans votre boule de cristal, vous voyez un vrai redémarrage à quel moment? C'est-à-dire, quand est-ce que vous allez retrouver votre vitesse de croisière normale? Alors, on espère début d'année prochaine, mais on ne pense pas avant le début de l'année prochaine. On voit ce qui se passe en Chine. Je suis quelqu'un de très optimiste, donc j'ai envie de croire que ça va repartir vite, mais en même temps, je suis en contact régulier avec ce qui se passe en Chine et je me dis que ça va être très compliqué, quoi. Quand on voit l'ampleur des mesures qui sont mises en place en Chine pour contenir l'épidémie et les résultats qu'ils ont avec ces mesures-là, qui sont quand même 10 fois plus strictes que ce que nous, on met en place en Europe, on sent que ça va être compliqué, quoi. Soit il va falloir vraiment mettre un gros tour de vis encore sur les mesures contraignantes économiquement, ce qui n'est pas terrible, soit on privilégie l'économie, mais c'est au détriment de la santé. Donc, on sent bien le grand paradoxe dans lequel on est et dans lequel on risque de rester encore d'ici la fin de l'année, au moins. Mais j'ai envie de croire que le Covid-19, c'est quelque chose de 2020 et que 2021 sera quelque chose dont on parlera beaucoup moins. Parfait. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait une dernière question, mais je crois que ça a été assez nourri. Merci vraiment pour toutes ces informations réunies d'Angla et merci d'avoir accepté de venir ce soir pour cette conférence. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous précise que demain, donc dans notre programme, nous avons Chara Louafi. Alors Chara Louafi, c'est la directrice du fonds Patient Autonome, c'est le fonds santé numérique. Et ce qu'il y a de passionnant
dans ce qu'elle fait, dans ce qui est en train de se faire à BPI France dans ce fonds, c'est que il y a une volonté de construire la filière industrielle santé numérique. C'est pas évident. Là, la santé numérique est en train de vraiment, on va dire, gagner un terrain extrêmement rapidement. Il y a de la croissance très très forte et qui est liée aussi au Covid-19. Elle nous expliquera tout ça et toutes les petites touches qui vont faire que il faut pas se rater sur l'avenir de la santé numérique en France. Merci à tous. On se retrouve demain à 19h si vous le voulez bien. J'espère que cette conférence vous a plu. En tout cas, moi, elle a été vraiment passionnante et enrichissante. Merci Rémi pour ce moment et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée Merci à tous. beaucoup. Bonne soirée.